Moi, ma présentation, ça sera une introduction au réseau de neurones, sur vraiment la base des réseaux de neurones. Donc, je vais commencer par faire un petit peu de théorie parce que je pense que c'est bien de comprendre quand même comment ça fonctionne pour pouvoir l'utiliser correctement. Ensuite, on verra une petite implémentation d'un toy example avec la librairie de Google TensorFlow. Et enfin, je vous montrerai des exemples d'applications que j'ai réalisées récemment. Donc, commençons avec la théorie. Alors, un réseau de neurones, c'est un graphe orienté défini par couches, dont les nœuds, ici en vert, sont des neurones. La couche tout à gauche, c'est la couche d'entrée. C'est par là qu'on va montrer des données à notre réseau de neurones. Et ici, on a la couche de sortie qui va nous répondre à un résultat calculé sur nos données par le réseau de neurones. Entre les deux, il y a un certain nombre de couches cachées qui peut être plus ou moins élevé, ce qui fait qu'on appelle ça le deep learning maintenant. C'est que maintenant, on a des réseaux très profonds avec plusieurs centaines de couches cachées. Donc maintenant qu'on a vu qu'un réseau de neurones, c'est un ensemble de neurones, on va voir ce qu'est un neurone artificiel. Alors, un neurone artificiel, c'est une cellule avec un certain nombre d'entrées. Ici, j'en ai représenté 3, et une sortie. Et ça va calculer une valeur à partir des entrées. Aussi, à chaque neurone est associé un ensemble de paramètres que j'ai mis ici en bleu. Il y a un paramètre par entrée qu'on appelle les poids, plus un paramètre par neurone qu'on appelle le biais du neurone. Donc à partir de ces entrées et de ces paramètres, le réseau de neurones va réaliser, le neurone va réaliser ce calcul, de calculer la somme des entrées pondérées par les poids plus le biais. Et il va passer le résultat de ce calcul dans une fonction qu'on appelle la fonction d'activation, que je vais expliciter juste après. Donc cette valeur calculée, il va la présenter en sortie, et potentiellement il peut y avoir plusieurs connexions sortant d'un neurone. Dans ce cas-là, chaque sortie a la même valeur y, en fait, qui est la valeur calculée ici par cette formule. Voilà. Donc, la fonction d'activation f, il y en a plusieurs possibles. Ce sont des fonctions très simples. Tout ce qu'on lui demande à f, c'est d'être non linéaire. Donc, ici, c'est un bon exemple. C'est une des fonctions les plus utilisées. C'est à peu près la fonction la plus simple qu'on puisse imaginer non linéaire. Donc, c'est simplement une fonction qui vaut 0 dans le domaine négatif et qui vaut son abscisse dans le domaine positif. Il y a aussi d'autres fonctions qui sont des courbes en S, comme la sigmoïde, tangente hyperbolique ou l'arc tangente. Voilà. Maintenant qu'on a vu exactement quelle fonction réalise un neurone de notre réseau de neurones, on va voir, en fonction de l'architecture du réseau de neurones, c'est-à-dire du nombre de neurones et de connexions entre eux, quelle fonction est réalisée par le réseau de neurones. Donc ici, si on a un réseau de neurones à un neurone et une entrée, c'est la formule qu'on vient de voir. C'est simplement notre fonction d'activation de l'entrée multipliée par le poids plus le biais du neurone. Maintenant, si je multiplie le nombre d'entrées au neurone, j'ajoute des termes dans la somme. Et si j'ajoute des couches de neurones, je complexifie petit à petit la formule réalisée par notre réseau de neurones. Donc on voit que ça se complexifie assez vite. Et en fait, c'est exactement ce qu'on demande à un réseau de neurones, c'est de nous fournir une fonction paramétrique y en fonction d'entrée x et de tout un ensemble de paramètres ici en bleu qui soit complexe. Et voilà, on voit que c'est le cas. Mais malgré... en fait, la complexité ne vient pas de formules mathématiques compliquées. Finalement, c'est que des opérations simples de multiplication, d'addition et d'une petite fonction d'activation très simple aussi. Mais c'est l'ensemble, leur combinaison entre elles qui rend une fonction compliquée. Voilà. L'intérêt aussi de cette façon de se donner une fonction compliquée, c'est que chaque neurone va exécuter la même petite fonction au même moment quand on va évaluer l'expression d'un réseau de neurones. Et ça s'adapte très bien aux architectures SIMD de nos cartes graphiques, où on exécute le même petit code sur des données différentes. Donc c'est ce qui fait que
les réseaux de neurones ont explosé ces dernières années. C'est qu'ils peuvent tourner maintenant très vite sur les cartes graphiques actuelles. Voilà. Quand un réseau de neurones a plusieurs nombres en sortie, et ben dans ce cas-là, chaque sortie peut s'exprimer sous la forme de sa propre fonction paramétrique, dont certains poids sont partagés entre elles et d'autres sont spécifiques à chaque sortie. Voilà. Maintenant, je vous ai dit que la fonction d'activation, c'était une petite fonction non linéaire. En fait, souvent, on l'appelle même la non-linéarité, parce que c'est vraiment tout ce qu'on lui demande, c'est d'être non linéaire. Et on va voir pourquoi, parce que si on suppose qu'elle est linéaire, donc on a ces deux propriétés, à ce moment-là, la fonction réalisée par ce réseau de neurones peut se simplifier. La fonction réalisée par ce réseau de neurones peut se simplifier de cette façon en utilisant les propriétés de linéarité de f jusqu'à obtenir cette fonction très simple. Et comme je l'ai dit, nous on veut se donner une fonction compliquée, donc ça ne fonctionne plus. Pourquoi on veut d'ailleurs une fonction compliquée? Parce qu'on va les utiliser pour modéliser, pour se donner un modèle de problèmes complexes. Donc on peut approcher, en fait on va leur demander d'approximer une fonction complexe, et on peut approximer une fonction complexe avec une autre fonction complexe, mais pas avec une fonction simple comme celle-ci. Voilà. Quand on utilise les réseaux de neurones, il y a deux phases bien distinctes. Il y a une première phase hors ligne qui demande un gros calcul et beaucoup de données d'entraînement, que j'appellerais un dataset de couple XY. C'est la phase d'entraînement du réseau de neurones. Ça consiste à trouver les valeurs des poids et des biais, donc les paramètres de notre réseau de neurones, de façon à ce que les valeurs retournées par notre réseau de neurones coïncident avec les Y de notre dataset d'apprentissage. C'est-à-dire que pour chaque couple XY de notre dataset d'apprentissage, on va demander pendant la phase d'entraînement au réseau de neurones à partir d'X d'évaluer un Y qui soit proche de l'Y attendu. Je vais vous expliquer précisément comment on réalise cette tâche dans un slide qui suivra. Donc ça, c'est la phase d'entraînement. Ça peut être très très coûteux en calcul et demander énormément de données d'entraînement. En fait, ici, ce qu'on demande au réseau de neurones, d'un point de vue un peu plus sémantique, c'est de comprendre un concept par l'exemple. Donc, notre base de données, notre dataset d'apprentissage XY, en fait, ce sont des exemples du problème qu'on veut résoudre. Et on demande ici au réseau de neurones de comprendre ce problème, de comprendre ce concept. Et une fois que c'est fait, que c'est terminé, on a trouvé des valeurs pour nos paramètres de réseau de neurones et maintenant il a compris notre concept et il est capable de réaliser la fonction du concept qu'on lui a appris. Donc à ce moment-là, on peut lui présenter des nouvelles valeurs x et il va nous retourner une valeur y qui est la réponse du réseau de neurones à l'entrée qu'on lui a proposée. Donc comment on arrive à faire un entraînement d'un réseau de neurones, c'est-à-dire comment on arrive à lui faire apprendre un concept à partir d'un dataset d'apprentissage. Et bien, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute en sortie du réseau de neurones cette boîte qui est une loss function. Et cette loss function, elle a pour rôle de renvoyer une valeur de loss qui est une erreur entre les valeurs prédites par le réseau de neurones à partir de l'entrée qu'on lui montre et la valeur y attendue d'après notre dataset. Donc on lui montre comme ça des couples xy de notre dataset. Sachant les valeurs de poids actuelles, le réseau de neurones va calculer une valeur de sortie y prédite et la loss function va calculer une erreur entre les deux, une sorte de distance entre les deux et nous renvoyer une valeur de loss. Donc qu'est-ce qu'on peut utiliser comme loss function? C'est les fonctions de distance habituelles. Par exemple, ici la distance L1 qui est finalement la somme des valeurs absolues des écarts
entre les valeurs y attendues et les valeurs y de vérité d'après notre dataset. Pardon, entre la valeur prédite et la valeur attendue d'après notre dataset. On peut aussi utiliser la norme euclidienne, donc c'est la somme des écarts au carré. Ou encore, dans les problèmes de catégorisation, on utilise une fonction qui s'appelle la cross-entropie. Voilà, donc une fois qu'on a choisi une loss function en fonction de son problème, le but, ça va être de trouver les valeurs des paramètres bleus de notre réseau de neurones qui minimisent l'erreur, c'est-à-dire la valeur moyenne de la loss sur notre dataset de couple XY. Et on sait que quand on aura minimisé, quand on aura une loss qui sera très faible, on sait qu'à ce moment-là, ça veut dire que le réseau de neurones est capable de nous calculer une valeur Y proche de celle qu'on attend à partir d'une entrée, de l'entrée qu'on lui montre. Donc il a réussi à approximer la fonction qu'on veut lui faire apprendre à ce moment-là. Donc comment on réalise cette opération? On fait ce qu'on appelle une descente de gradient. Alors on va supposer ici qu'on n'a que deux paramètres dans notre réseau de neurones, les deux poids ici W0, W1. Et là je représente ce que pourrait être la valeur de la loss moyenne sur le dataset en fonction de ces deux paramètres. Et l'algorithme par lequel on va trouver les bonnes valeurs de ces paramètres de façon à minimiser la loss, c'est ce qu'on appelle une descente de gradient. C'est-à-dire qu'on va évaluer la loss, donc qui est initialisée ici. En fait, les paramètres au départ sont initialisés de façon aléatoire, donc on va supposer qu'on se trouve là au départ. On va évaluer la loss et la dérivée de la loss par rapport aux paramètres et se déplacer dans le sens inverse du gradient, c'est-à-dire qu'on va descendre la pente en fait, d'itération en itération, jusqu'à tomber dans un minimum local. Et à ce moment-là, la dérivée est nulle, on sait qu'on est dans un minimum local et qu'on a diminué notre valeur de loss par rapport au départ. Et ça nous donne nos valeurs de paramètres qui permettent de minimiser cette loss. Alors quand on a fait cette descente de gradient, en fait ce qu'on a perçu de notre fonction de loss en fonction des valeurs des paramètres, c'est simplement quelques points et leur dérivée. On n'a pas du tout une bonne vision globale de cette fonction. Donc on n'a aucune garantie d'avoir trouvé le minimum global de la fonction. On sait qu'on est tombé dans un minimum local, et il y en a énormément. Et disons qu'on s'en contente, il n'y a pas d'algorithme rapide pour trouver le minimum global de ces fonctions très complexes. Donc tout ce qu'on veut, c'est un ensemble de valeurs pour nos paramètres qui permettent d'avoir une loss plus petite que le hasard. Et on espère très petite, et ce qui signifie un réseau de neurones performant, quoi. Voilà, donc à la fin de cette procédure d'entraînement, on a fixé des valeurs à nos paramètres de façon à minimiser la loss moyenne sur notre dataset d'entraînement. On peut maintenant freeze ces paramètres, les fixer une fois pour toutes, et utiliser notre réseau de neurones pour faire des prédictions sur des nouvelles entrées qu'il n'a pas vues pendant son entraînement, et lui demander la réponse à la question. En fait, on peut maintenant considérer que notre réseau de neurones a compris notre concept. On va lui poser des questions en lui montrant une entrée X. Il va nous donner une réponse en nous calculant Y à partir des valeurs de paramètres qui ont été fixées pendant l'entraînement. Voilà, c'est tout pour la théorie. Maintenant, je vais vous montrer comment implémenter un toy example avec la librairie de Google TensorFlow et en Python, puisque c'est le langage le plus utilisé en deep learning. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire apprendre à un réseau de neurones une fonction très simple, c'est la fonction de mise au carré d'un nombre, donc y égale x au carré. Donc pour ça, il me faut un dataset d'entraînement. Donc je vais générer deux tableaux de nombres. Un tableau xtrain, qui est un ensemble de valeurs prises au hasard entre -1 et 1.
et le tableau Y correspondant qui sera l'ensemble des valeurs au carré de X train. Voilà, ça donne ça quand on les dessine. Maintenant, on va se donner un réseau de neurones et il faut choisir une architecture pour ce réseau de neurones. Alors là, j'ai choisi quelque chose de très simple et quelque chose qui est loin d'être optimal pour ce problème. De toute façon, on ne résolverait pas ce problème par du deep learning. Donc je vais définir mon réseau couche par couche. Donc je vais me donner une première couche de 5 neurones en demandant d'utiliser la fonction d'activation relue. Une deuxième couche de 5 neurones avec la même fonction d'activation. Et enfin, la couche de sortie avec un seul neurone, parce que ici, j'ai besoin que d'une valeur en sortie, puisqu'on va présenter une valeur en entrée et on veut sa valeur au carré à la sortie. Enfin, je dois choisir une loss function. Donc j'ai choisi ici la norme euclidienne. Autrement dit, dans ce cas-là, l'écart au carré entre la valeur prédite et la valeur de mon dataset. Et j'utilise la fonction de TensorFlow Fit, qui est la grosse fonction qui va faire le gros calcul, d'entraîner mon réseau de neurones sur l'ensemble de mon dataset en faisant 20 itérations de descente de gradient. Donc 20 pas dans la descente de la montagne vers le minimum local. Une fois que cette fonction est terminée, elle a fixé les poids du réseau de neurones de façon à minimiser la loss. Donc on peut enregistrer notre réseau de neurones avec ces poids dans un fichier. Et maintenant, on va pouvoir le recharger et l'utiliser dans son utilisation en ligne, disons, de façon à prédire des sorties à des nouvelles entrées. Oui, bien sûr, oui, oui. Je comprends pas pourquoi tu définis le nombre d'itérations de ta fonction de ta descente de gradient. Ouais, alors. Du coup, non, tu vas jusqu'à ce que ta dérivée soit. Oui, tout à fait. En fait, la dérivée n'est jamais parfaitement nulle. Donc, si on lui dit rien, il pourrait continuer à mouliner indéfiniment. Mais il y a effectivement énormément de stratégies et de critères d'arrêt. Ici, j'ai fait au plus simple, mais effectivement, pour bien faire les choses, on définirait un critère d'arrêt et il s'arrêterait quand il considère qu'il est tombé dans un minimum local. Parce qu'a priori, c'est impossible de prédire de combien d'itérations il a besoin effectivement. Ça dépend énormément de la forme de la fonction et donc du problème et de l'architecture du réseau de neurones. Donc je recharge mon réseau de neurones entraîné et je vais générer des nouveaux X. Cette fois, je vais les générer de façon uniforme entre -1 et 1. Et je ne vais pas donner les Y. Les Y, je vais demander à mon réseau de neurones par la fonction predict de les calculer, de les prédire à partir des X. Voilà. Et voilà le résultat quand on l'affiche. Donc, on voit que c'est à peu près effectivement une fonction x2. Elle est linéaire par morceau, parce que notre fonction d'activation relue est elle-même linéaire par morceau. Donc on a un résultat qui est linéaire par morceau. En fait, en très grande dimension, c'est pas grave d'être linéaire par morceau. En fait, souvent nos intuitions en petite dimension, comme ici dans cet exemple, sont très mauvaises en très grande dimension. Et on a envie souvent en petite dimension d'avoir des choses smooth. En grande dimension, les choses sont un peu différentes. C'est pourquoi la fonction relue est la plus utilisée, même si ici dans ce exemple, bizarrement, elle donne un résultat qui est pas très bon. Mais bon, globalement, on a appris notre concept de fonction de x au carré malgré tout. Par contre, si maintenant je demande à mon réseau de neurones de prédire x au carré en lui montrant des x pris entre -4 et 4, c'est-à-dire bien au-delà de l'intervalle qu'il a vu pendant son entraînement, ben on voit que cette fois, l'approximation de x à carré est vraiment très mauvaise au-delà de notre intervalle -1, 1. En fait, c'est des lignes droites. Et ça, c'est un problème très général en machine learning. C'est que quand on entraîne notre réseau de neurones, il faut l'entraîner sur des données qui sont représentatives des données sur
sur lequel on va l'interroger par la suite. Ici, ce n'est pas le cas. Nos données prises entre -1 et 1 ne sont pas représentatives d'une donnée qui vaut -4 ou -3. Donc les performances du réseau de neurones sur ces données sont mauvaises. Voilà, c'est tout pour ce toy example. Maintenant, je vais vous montrer des vraies applications que j'ai réalisées récemment dans le domaine du parapente. Donc, je vais vous présenter 3 applications différentes. La première, alors le problème que j'ai essayé de résoudre, c'est de faire une IA qui interprète des prévisions météo en termes de volabilité pour les parapentistes. En fait, quand on fait du parapente, c'est une étape qui est un peu qui prend du temps parce qu'il faut analyser les paramètres de l'atmosphère à différentes altitudes. Les sites de météo nous donnent pas assez de données pour le faire, donc il faut aller sur des sites spécialisés qui sont parfois un peu compliqués. Donc le but, c'est ça, c'est d'arriver à le faire par une IA. Donc mon X, ici, ça sera des paramètres météo dans une cellule 3D pour une journée, calculée par un modèle physique classique. Mon Y, ça sera, alors pendant l'apprentissage, mon Y, eh ben, ça sera, est-ce que quelqu'un a volé effectivement à tel endroit, tel jour? Ça sera une première valeur que je vais montrer à mon réseau de neurones. Et une deuxième valeur, ça sera, est-ce que quelqu'un a fait un long vol ce jour-là à cet endroit? Pardon? Est-ce qu'il s'en est sorti? Ouais. Si j'ai la trace, c'est qu'il s'en est sorti en principe. Sinon, je ne saurais pas que quelqu'un a volé. Et oui, parce que, alors ça c'est intéressant pour les parapentistes parce qu'il y a vraiment disons qu'il y a 3 types de journées quand on fait du parapente. Il y a les journées non volables, les journées juste volables et les journées pendant lesquelles on va pouvoir se maintenir en l'air parce qu'il y a de la convection, donc des ascendances et on va pouvoir se maintenir en l'air et faire des longues distances. Et ça, c'est encore plus difficile à apprécier pour un parapentiste à partir des prévisions météo. Et donc je voulais voir si une IA était capable de faire mieux qu'un être humain pour ce problème-là. Chaque couche du réseau, ça va être un seul paramètre météo? Alors chaque entrée du réseau, ça sera un paramètre météo, ouais. On le verra juste après. Comme lance function, j'ai utilisé celle qu'on utilise habituellement dans les problèmes de catégorisation, puisque c'est un problème de catégorisation. Je vais vraiment classer les journées en volables, non volables. C'est la categorical cross-entropy. Voilà, donc la difficulté souvent en machine learning, c'est de trouver les données d'apprentissage. Donc ici, par chance, il existe, grâce à ce site américain, des données météo qui sont à la fois des historiques de météo sur les 10 dernières années, qu'on peut télécharger gratuitement, et à la fois des prévisions météo à 10 jours calculées par le même modèle que les historiques. Donc évidemment, les historiques vont me permettre de faire mon entraînement et les données prévisionnelles vont me permettre de faire les prédictions à 10 jours de mon réseau de neurones. Il me faut aussi pour l'entraînement des valeurs Y, c'est-à-dire dans ce cas, est-ce que quelqu'un a volé, est-ce que quelqu'un a fait un long vol? Pour ça, j'ai aussi la chance qu'il existe ces données sur Internet. En fait, il y a dans chaque pays des sites Internet sur lesquels les parapentistes, après avoir volé, envoient leur trace GPS parce que ça donne lieu à des concours en ligne où ça peut servir de carnet de vol. C'est intéressant d'uploader sa trace sur ces sites. Donc, par ces sites, j'ai pu télécharger 2 millions de traces de vol GPS pour les 10 dernières années en Europe. Donc maintenant que j'ai mes données, il faut que je me donne une architecture de réseau de neurones. Alors, celle-ci, ce n'est pas tout à fait celle que j'ai utilisée dans mon application. Mais bon, cette simple architecture pourrait déjà donner un résultat bien meilleur que le hasard sur ce problème. Donc on va considérer ça pour cette présentation. Donc les entrées... Ouais. Voilà, c'est ça. Les entrées, c'est 3 vecteurs de valeurs d'état de l'atmosphère
prévues pour 3 heures différentes dans la journée, donc 6 heures, 12 heures et 18 heures. Voilà. Donc, pendant l'entraînement, c'était des analyses, je crois qu'on appelle ça en météorologie, c'est-à-dire c'est à mi-chemin entre des prévisions météo et de ce qui a vraiment eu lieu, ce qui a vraiment été mesuré sur le terrain. En sortie, je vais lui présenter des valeurs qui valent 0 ou 1, selon au premier neurone, selon que quelqu'un a volé ou non, et pour le deuxième neurone, selon que quelqu'un a fait un long vol ou non. En fait, l'architecture que j'ai utilisée, elle n'est pas tout à fait comme ça. J'ai créé ce genre de connexion ici. Parce qu'en fait, une journée qui permet de faire une long vol, c'est avant tout une journée volable. Donc, ce neurone-là qui doit calculer la fonction de peut-on réaliser un long vol ce jour-là, bénéficie beaucoup du résultat de ce calcul de ce neurone qui doit calculer la fonction est-ce que la journée permet de voler. Donc, autant l'aider en lui donnant le résultat de ce neurone. Il pourrait refaire lui-même, tous les poids qu'il concerne, pourrait aussi refaire le travail de ce neurone, de réestimer que la journée soit volable et ensuite qu'elle permette de faire un long vol. Mais évidemment, ça simplifie l'apprentissage et ça simplifie le problème de créer ce genre de connexion. Et c'est quelque chose qu'on fait tout le temps en deep learning. En fait, on n'utilise jamais ou très rarement des réseaux de neurones. En tout cas, pas un réseau de neurones, c'est jamais entièrement ce genre de couches entièrement connectées les unes aux autres. On essaye toujours d'injecter de la connaissance a priori sur notre problème dans l'architecture elle-même du réseau de neurones. Donc ça, c'est pour l'entraînement. Et pendant la prédiction, je vais montrer à mon réseau de neurones toujours les mêmes variables, mais cette fois, ce seront des prévisions calculées par le modèle physique de prévision météo. Et la sortie que va, si ça a bien fonctionné, nous renvoyer notre réseau de neurones, ce sont des nombres entre 0 et 1 pour chacune des sorties du réseau, qui sont les probabilités que la journée soit volable et qu'elle permette de faire des longs vols. Ce qui fait que pendant l'apprentissage, on apprend avec des 0 et des 1, donc avec des résultats binaires, et que pendant la prédiction, il est capable de nous renvoyer des probabilités entre 0 et 1. C'est le fait qu'on a utilisé une loss function qui est une cross-entropie, et aussi le fait que sur ces deux derniers neurones, on va utiliser une fonction d'activation qui renvoie des résultats entre 0 et 1, qui est la fonction sigmoïde. Voilà, donc ça c'est le résultat que j'ai obtenu. Donc j'en ai fait un site internet qui nous présente la météo d'une façon très simple avec un code couleur qui va du rouge au vert pour les journées non volables à volables. Donc ici c'est typiquement le résultat qu'on a dans la région quand la journée est volable. Ici, c'est typiquement quand il pleut toute la journée, donc c'est volable nulle part. Et souvent, on a beaucoup de vent dans la vallée du Rhône et sur les reliefs, donc c'est le genre de carte qu'on obtient dans ces cas-là. Quand la journée est particulièrement bonne, donc le deuxième neurone répond positivement, on a un pattern qui apparaît sur la carte, mais quand j'ai fait les captures d'écran, comme c'est plus la saison de ce type de temps, c'est plutôt au printemps, pendant l'été que ça arrive. J'avais pas d'exemple, mais on a un pattern comme ça qui apparaît sur la carte pour donner l'information. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième exemple que j'ai réalisé, toujours dans le domaine du parapente. Mais cette fois, mon entrée au réseau de neurones, c'était un morceau de trace GPS d'un vol. Donc c'est ici les delta X, delta Y, delta Z. Ce sont mes petits vecteurs de déplacement d'une trace GPS. Et je vais demander au réseau de neurones de prédire la catégorie de la voile du parapente qui a été utilisée pour ce vol. Parce que la catégorie du parapente, c'est une info que j'ai dans mes données aussi. Et c'est une info qui est intéressante parce que quelque part elle contient le niveau du pilote qui a volé. Parce que les premières catégories de voile sont utilisées par des débutants
et les catégories ID, compétition et non homologuées sont utilisées par des parapentistes experts. Et du coup, l'idée derrière, ce serait de faire un réseau de neurones capable en prédisant la catégorie de la voile à partir de la trace GPS, de prédire finalement le niveau du pilote qui a volé à partir de sa trace, et éventuellement l'aider à s'améliorer. Le problème, c'est que comme souvent, j'ai des biais dans mes données. La catégorie de la voile, elle ne donne pas uniquement une information sur le niveau du pilote, mais aussi sur des performances techniques du parapente, qui sont encore plus visibles et plus faciles à extraire dans les traces GPS. Donc, disons que ce réseau, il va me renvoyer une sorte d'indicateur de performance qui contient à la fois la performance de la voile et la performance du pilote. Mais on ne sait pas distinguer l'un de l'autre par cette approche. Ça, c'est un problème récurrent dans nos données. Il y a des biais qu'on n'arrive pas à dissocier. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de l'architecture ici du réseau de neurones. Simplement, je vais vous dire que ça s'appelle un Recurrent Neural Network. Et c'est quelque chose qu'on utilise typiquement sur des séries temporelles. Mais c'est une architecture qui est très proche de ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Voilà, donc j'ai entraîné ce réseau de neurones sur mes données et je l'ai testé sur d'autres données. Alors quand on teste un réseau de neurones, on ne le teste pas sur les données sur lesquelles il a été entraîné, parce qu'il est souvent plus fort sur les données sur lesquelles il a été entraîné que sur des nouvelles données, évidemment. Donc ici, il a été testé sur des nouvelles données et le résultat est présenté sous la forme d'une matrice de confusion. Donc c'est ce tableau de couleurs que vous voyez là. Donc une ligne d'un tableau, c'est la catégorie réelle d'un des exemples qui lui a été montré, donc de la voile utilisée dans un des exemples. Et en colonne, c'est la catégorie qu'il a prédite. Donc par exemple, la couleur de cette case-là nous donne le nombre de fois, le taux d'exemples qui étaient des traces effectuées avec une voile de catégorie B qui ont été classifiées par erreur par notre réseau de neurones comme étant des vols avec une voile de type compétition. Ici, la couleur de cette case, c'est le nombre de fois que on a effectivement pu prédire la catégorie B de la voile, sachant que c'est effectivement une catégorie B. Donc ce qu'on veut, c'est que notre réseau de neurones il nous renvoie par ce test une diagonale toute blanche et toutes les autres cases noires. Ça voudrait dire qu'il répond parfaitement à la question, qu'il arrive effectivement à détecter la bonne catégorie de voile pour chacun des exemples qu'on lui a montrés. Alors on voit que ce n'est pas tout à fait le cas, évidemment. C'est beaucoup mieux que le hasard. Le hasard, ça serait une matrice de couleurs uniforme ou bruitée. Ici, on a quand même une tendance de diagonale grise. Ce qui rend le problème assez difficile, c'est que je vais montrer des petits morceaux de traces GPS. Je crois que j'ai utilisé des bouts de traces d'1 minute. Donc c'est assez petit pour juger de la catégorie de la voile. Aussi, je vais montrer des vols sur les 10 dernières années et les parapentes techniquement ont beaucoup évolué en 10 ans. Donc ça complexifie aussi énormément le problème. Voilà. Une autre façon d'utiliser le même réseau de neurones et d'afficher le résultat, c'est de lui demander, le long d'une trace GPS d'un vol, d'estimer la performance qu'il a évaluée à chaque endroit dans la trace. Donc ici, c'est ce que je représente par un code couleur où le bleu, c'est les plus faibles performances et en rouge, c'est les performances les plus élevées. Alors le mot performance, là, sa définition vient un peu du dataset d'entraînement. C'est à nouveau un mélange entre probablement les décisions d'un bon pilote, mais aussi des caractéristiques techniques très bas niveau de vol de la voile, typiquement à quelle vitesse elle vole et quel est son plané. C'est difficile d'en tirer des conclusions immédiatement parce qu'on n'est pas sûr exactement de qu'est-ce qu'a appris le réseau de neurones en fait sur cet exemple.
Voilà. Enfin, je vais vous montrer un troisième exemple. Je vais à nouveau donner en entrée des morceaux de trace GPS à un réseau de neurones. Mais cette fois, je vais lui demander de prédire en sortie la même chose que je vais montrer en entrée, c'est-à-dire de reconstruire le morceau de trace GPS que je vais montrer en entrée. Ça peut paraître facile, mais en fait c'est difficile parce qu'au milieu du réseau de neurones, on a un goulot d'étranglement de 3 neurones. Donc ça veut dire que la première partie du réseau de neurones va devoir compresser l'information de la trace GPS sur seulement 3 valeurs, les 3 valeurs sorties par ces 3 neurones. Et la deuxième partie du réseau de neurones va devoir décompresser cette information pour reconstruire un morceau de trace GPS qui soit le plus proche possible de la trace en entrée. Évidemment, tout ça, c'est automatique pendant l'entraînement. Moi, tout ce que je vais faire, c'est lui montrer des morceaux de trace GPS en entrée et en sortie. Lui demander, comme tout à l'heure, de diminuer sa loss pendant l'entraînement. Et quelque part, le réseau n'a pas d'autre choix que de créer un compresseur d'informations ici et un décompresseur d'informations ici, de par sa structure. C'est une stratégie que tu as définie toi ou c'est le Ouais. réseau qui choisit de... Non. En fait, l'architecture du réseau, c'est un choix que tu dois faire toi. Il y a aussi des méthodes pour optimiser les architectures de réseau et trouver des architectures optimales. Mais ici, toutes ces architectures de réseau, je les ai designées à la main. C'est un choix que tu fais toi. Du coup, tu as des patterns qui sont propices à certains types de... Exactement. En fait, tu encodes aussi une partie de ton problème et de ta connaissance a priori dans l'architecture de ton réseau. Ici, on va voir pourquoi juste après. Je suis intéressé à lui forcer un goulot d'étranglement et à lui demander, à le faire compresser l'information. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait justement ? Et ce que j'ai fait donc une fois que l'entraînement s'est terminé, au moment de la prédiction, ce que j'en ai fait, c'est que j'ai conservé uniquement la partie encodeur du réseau. Et j'ai mappé les 3 valeurs de ces 3 neurones sur les canaux de couleur rouge, vert, bleu. Et je l'ai utilisé pour coloriser mes traces de parapente. Et ça a donné quelque chose comme ça. C'est-à-dire que de façon complètement non supervisée, le réseau de neurones est capable de segmenter les différentes phases d'un vol en parapente. Typiquement ici, il a colorisé en rose le fait d'enrouler dans une ascendance. Et quand le parapentiste fait des longues transitions un peu plates, c'est colorisé en bleu. Donc c'est une analyse. En fait, le réseau de neurones, pendant son entraînement, a visualisé énormément de traces de parapente. Et quelque part, il a inféré de lui-même les différents styles de patterns, les différents patterns qu'on retrouve typiquement dans des vols en parapente. Et ce qui est intéressant, c'est que les patterns qu'il a inférés sont spécifiques aux parapentes. Par exemple, si je veux maintenant donner des couleurs à une trace GPS de voiture ou de planeur, peut-être que tous les points seront de la même couleur. Parce que le réseau de neurones a eu un entraînement spécifique aux parapentes, il s'est qualifié que des traces de parapente. Ce genre de réseau de neurones qui compresse l'information de façon assez gratuite en termes de données nécessaires, puisqu'on n'a pas besoin de label Y associé à nos données. Le Y est calculé à partir de X. C'est très utilisé pour calculer des descripteurs, par exemple, pour réduire la dimensionnalité d'image de n'importe quoi. Ici, évidemment, sur un problème aussi simple, j'aurais pu faire des règles à la main, de donner sur un canal de couleur la vitesse verticale, sur un autre la vitesse vers la droite, la gauche. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette approche peut s'appliquer à des problèmes plus complexes avec beaucoup plus de dimensions. Et quelque part, elle est optimale dans le sens où le réseau de neurones va essayer de compresser l'information au mieux, quoi. Ouais. Ça revient à faire un peu du clustering finalement. Oui, exactement. C'est un type d'apprentissage non supervisé aussi, clustering, et c'est très proche. C'est vraiment extrêmement proche. Pas de la corrélation des sorties, des trois sorties
Alors, en fait, si tu as de la corrélation dans les 3 canaux, ça veut dire quelque part que tu as une redondance d'informations en sortie, donc que probablement il y avait une façon meilleure de compresser l'information. Si typiquement, si le canal rouge est systématiquement un peu plus rouge quand le canal bleu est bleu, ça veut dire que la compression n'est pas optimale. Par contre, il y a évidemment une corrélation totale entre la couleur et l'entrée du réseau de neurones, évidemment. Mais entre les 3 canaux, en pratique, il peut y en avoir, parce qu'encore une fois, on n'a pas trouvé un minimum global. J'ai parlé d'optimalité, en réalité, on n'a pas quelque chose d'optimal. En tout cas, pas dans le cas général. Mais en principe, il va chercher justement à décorréler la sortie. Une autre façon d'utiliser exactement le même réseau de neurones entraîné de la même façon, c'est cette fois non plus d'afficher les 3 valeurs du goulot d'étranglement sous forme d'une couleur, mais d'afficher la distance entre le morceau de trajet GPS reconstruit, donc la sortie du réseau de neurones complet, et le vrai morceau de trajet GPS. Et en faisant ça, on a finalement réalisé un détecteur d'anomalies. Donc ici, par exemple, il y a un glitch sur l'attitude dans cette trajet GPS. Et il a été dessiné en blanc parce qu'il a répondu... son erreur de reconstruction a été très forte. Parce que pendant son entraînement, mon réseau de neurones a vu très peu ce casse produire dans les traces de parapente. Donc il n'a pas accordé des poids du réseau de neurones et surtout de l'information dans les 3 neurones du goulot d'étranglement pour être capable d'encoder ce type d'événement très rare. Donc on n'est pas capable de les reconstruire correctement, donc ils sont détectés comme anomalies. Là j'ai fait cette expérience avec des morceaux de trajet GPS très courts et un petit réseau. Mais si on faisait ça à une échelle un peu plus grande avec des longs morceaux de trajet GPS et un réseau plus grand, on pourrait détecter des comportements de parapentistes anormaux qui ne sont pas logiques pour un parapentiste. Ça serait une expérience intéressante à réaliser que je n'ai pas encore réalisée. Voilà, merci, c'est tout pour moi.